Et comme promis, grand angle consacré à ce sommet de Paris pour l'action sur l'intelligence artificielle. Parmi les grands thèmes, l'éducation. L'IA va-t-elle transformer l'école et l'enseignement supérieur? Une révolution semble en tout cas enclenchée, notamment en France, alors que le recours par les élèves du fameux ChatGPT et ses équivalents est déjà massif. L'éducation nationale commence à développer ses propres outils et à former son personnel à cette révolution dans les méthodes d'apprentissage. Avec nous pour en parler, Oriane Ledroit, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes déléguée générale d'EdTech France, enseignante à Sciences Po Paris. Lucie Jacquet-Malo, bienvenue également et bonsoir à vous. Vous êtes docteur en mathématiques, enseignante à l'Université de Picardie, Jules Verne, responsable politique et stratégique du projet Demo-ES, l'un des 35 défis Convergence IA, organisé dans le cadre de ce sommet et porté par les projets Demo-ES et par l'association EdTech. On va en parler. Mais d'abord, puisque vous enseignez toutes les deux, dites-nous franchement ce soir, est-ce que vous avez déjà eu affaire à une petite tricherie d'une ou d'un élève? Oui, mais j'appelle pas ça de la tricherie. Ah. Les élèves sont responsables de ce qu'ils écrivent, même quand ils font appel à une IA générative. Donc non, c'est pas une tricherie, mais par contre, il est absolument nécessaire de leur apprendre à s'en servir. Ouais. Vous concernant? Oui, je pense la même chose. C'est notamment pour ça qu'on a travaillé dans le cadre de ce sommet avec Lucie à créer un cadre d'usage de l'IA générative et qu'on s'engage aussi pour qu'on ait une plus large formation des enseignants. Parce que c'est une révolution totale de leur métier. C'est un questionnement qui peut paraître compliqué à adresser seul et pour lequel on a besoin de l'institution et de la formation. Ouais, juste avant d'avancer, quand vous dites que ce n'est pas une tricherie, c'est-à-dire si par exemple un professeur dit, question qui est Louis XVI, qui est Louis XIV, si l'élève sollicite un robot conversationnel, c'est pas de la tricherie, c'est... Si on pousse un peu le débat... En fait, les IA génératives, et je pense qu'on va y arriver, nous poussent à recentrer notre manière d'enseigner. Voilà. Donc, on est enseignant. Si on va poser la question qui est Louis XVI, peut-être que la question aurait pu être formulée différemment ou alors plus personnalisée pour que l'élève, justement, donne une réponse plus personnalisée ou d'une interprétation que lui-même peut avoir de l'impact, par exemple, de Louis XVI dans l'histoire. Je ne suis pas une spécialiste de Louis XVI. Ou de Louis XIV. Oriane Ledroit, l'usage de l'intelligence artificielle est en cas déjà massif chez les élèves. Un chiffre pour s'en rendre compte, 90% des élèves de seconde ont déjà fait leurs devoirs avec une IA générative en France. 90%. Les élèves sont-ils en train de dépasser leurs maîtres et leurs enseignants? Alors, il y a une double réalité dans les usages de l'IA. Il y a en effet ce chiffre qui montre qu'il y a des usages massifs de la part notamment des lycéens. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, d'ailleurs. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, y compris parce qu'en fait, on forme à la fois des citoyens, mais aussi des travailleurs et qui vont vivre et travailler dans une société qui est empreinte de technologie. Mais donc ça, c'est une réalité pour laquelle, en effet, il y a un enjeu à la fois de donner confiance à ces usages-là, enseigner aussi l'esprit critique, la maîtrise responsable de ces usages-là pour les élèves. Mais il y a un deuxième sujet qui nous tient à cœur quand on parle de la tech, c'est la tech, ça veut dire educational technology. Donc c'est tous les logiciels, toutes les solutions qui sont développées à des fins d'éducation. Et ça, c'est différent de ChatGPT ou de Le Chat qui est développé par Mistral. Ce sont des logiciels qui s'appuient sur les IA, mais qui sont vraiment développés à des fins éducatives. Par exemple, pour personnaliser l'apprentissage, c'est-à-dire un enseignant, il fait face à une classe de 30 élèves et il a 30 publics, 30 profils d'apprentissage différents. Et grâce à des outils, grâce à des logiciels, il peut permettre de proposer, il va proposer des exercices qui sont adaptés en lecture, en mathématiques, en sciences aux différents élèves, ce qui va leur permettre d'aller plus vite quand on a des facilités et de ne pas décrocher quand on a des difficultés. Et donc ces usages-là sont des usages qui sont à la fois utiles et qui répondent à un certain besoin des enseignants, justement quand ils sont face à des classes avec des profils hétérogènes et à plein d'autres usages. Il y a 50 000 enseignants français du cycle 2, CP, CE1 et CE2 qui utilisent déjà des IA pour aider leurs élèves à apprendre à lire et à compter. 50 000, on précise, sur, on va dire, 373 600 enseignants à peu près. C'est quand même déjà un bon début. Est-ce que l'Éducation nationale a commencé à prendre le pli de cette révolution? À mon sens, oui. Effectivement, on a des établissements qui sont des établissements pilotes. Alors, pour prendre l'exemple, pas forcément sur l'éducation nationale, mais sur l'enseignement supérieur, le secrétariat général pour l'investissement a proposé à des démonstrateurs, justement, donc des établissements pilotes, de tester ces solutions-là et de se saisir de la question de l'IA. Il était urgent de s'en saisir.
Nous l'avons fait, en tout cas nous pensons l'avoir fait, et au travers de ces défis qu'on a menés dans le cadre du sommet IA, on a donné naissance à 3 livrables, 3 choses très concrètes, et notamment un document, par exemple, de cadrage qui stipule si oui ou non, est-ce que c'est de la tricherie lorsqu'on demande à ChatGPT qui était Louis XVI. Ouais. On a un document de cadrage qui répond à cette question et qu'on propose de manière complètement ouverte à tous les établissements du supérieur, qu'ils soient français ou internationaux. Vous qui êtes docteur en mathématiques, en quoi l'IA peut-elle être bénéfique sur une matière qui n'est pas forcément facile toujours pour les plus petits notamment, ou pour les plus grands, collèges et lycées? C'est une excellente question. Avec mes étudiants, je travaille beaucoup, alors notamment avec le chat de Mistral, donc qui est le français. Voilà, le français, parce qu'on sensibilise aussi nos étudiants à ça. Je travaille beaucoup avec eux, notamment sur la capacité à raisonner de ces machines. Et en fait, ces machines ne savent pas du tout raisonner. Donc si vous posez la question « peux-tu me donner le théorème de Pythagore ?», il saura répondre sans aucun problème et en général sans erreur. Mais si on demande de faire un raisonnement mathématique, c'est là où c'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, au lieu de déléguer le travail à l'IA, on va responsabiliser l'étudiant ou l'élève sur est-ce que le raisonnement est juste, pourquoi il est faux. Et à ce moment-là, l'élève ou l'apprenant va développer des capacités de raisonnement. Et vous distinguez, vous l'avez dit tout à l'heure, vous distinguez en fait 2 IA. Il y a l'IA en matière d'éducation et d'apprentissage, et il y a donc tous les nouveaux outils et les robots conversationnels. Oui, c'est ça. Il y a vraiment 2 usages différents. Les outils, les IA qui sont pensés pour l'éducation, c'est important de le savoir. Elles sont pensées en s'appuyant sur la recherche scientifique, notamment en matière de sciences cognitives, en matière de sciences de l'éducation. Donc elles sont pensées pour des usages d'éducation. Elles sont dans les mains des enseignants. Leurs usages sont supervisés par l'enseignant. L'enseignant reste maître de sa classe. Il décide ou pas de les utiliser. Il décide ou pas d'aller le plus loin possible dans les fonctionnalités qui sont mises à disposition. Et enfin, ils sont pensés pour les élèves. Ils sont pensés en adéquation avec les programmes scolaires et ils sont pensés en adéquation avec toutes les réglementations qu'on a en matière de données personnelles. Et vous voyez, quand je vous dis ça, que ce n'est pas le cas des IA génératives qui ont été déployées dans notre quotidien, mais qui ne sont pas pensées à des fins d'éducation. Et donc, c'est pour ça, et c'est important de le dire, en France, on a 500 entreprises qui sont sur ce secteur-là, qui développent des logiciels qui sont à des fins éducatives, du plus jeune âge jusqu'à la formation en ligne tout au long de la vie, et qui sont fiables, de confiance, sur lesquels on peut s'appuyer pour justement répondre à un certain nombre de besoins. 500 entreprises. 500 entreprises, ouais. Tout à fait. Si on compare juste par rapport à d'autres pays francophones, Belgique, Suisse, Canada, ou aux pays anglo-saxons, voire à la Chine, États-Unis, Chine, où se situe la France dans l'intelligence artificielle, dans l'éducation? On est aujourd'hui le plus gros écosystème en Europe. Donc on a le plus d'entreprises avec une dynamique, une vitalité d'entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui émergent aujourd'hui et notamment en se saisissant de l'IA générative. Après, on est encore petit parce qu'on a une institution scolaire. Il y a des projets pilotes, il y a des initiatives, mais on a une institution scolaire qui est encore un peu rétive à l'idée d'aller plus loin. On entend un certain nombre de peurs ou de craintes des enseignants, mais aussi des parents d'élèves. Nous, on travaille avec eux, justement, à donner à voir la réalité de ces logiciels-là pour rassurer, parce que vraiment, il y a un sujet de comment on l'utilise, comment on forme les enseignants à bien les utiliser. Mais une fois passé cette première étape-là, on peut être en confiance avec ces outils. Et il y a les devoirs à la maison. Est-ce que ça ne risque pas aussi, vous évoquez les parents, acteurs clés tout de même dans l'accompagnement de l'éducation des enfants, est-ce que ça ne risque pas de créer des fractures sociales et peut-être même de les amplifier d'ailleurs? Il a été démontré que l'IA peut provoquer une deuxième fracture. On a déjà une fracture numérique entre les personnes qui maîtrisent très bien les outils numériques et ceux qui ne les maîtrisent pas. C'est pour ça que l'État d'ailleurs a déployé des points France Service dans les villes et les villages de France. Il peut y avoir une deuxième fracture liée à l'intelligence artificielle. C'est contre cette fracture-là qu'on va tous s'élever en formant les enseignants, mais en fait en formant également l'entourage des enfants, en formant les parents. Si on prend un exemple très simple et très rapide, dans chaque classe en France, vous avez des enfants qui sont atteints de troubles du spectre autistique, par exemple. Il y a des programmes qui s'attellent à travailler avec les parents sur une formation des besoins spécifiques de leurs enfants. Et aujourd'hui, on a des outils d'IA qui sont déployés par les EdTech qui peuvent
travailler à une individualisation des apprentissages. Et donc, l'enseignant qui a 30 élèves dans sa classe et qui a des enfants atteints de ce genre de troubles, eh bien, peuvent adapter plus facilement leurs apprentissages grâce à l'IA. Ouais, ça, c'est une vraie plus-value. Et c'est une vraie plus-value, c'est une vraie question. À ce sujet, risque de fracture? Oui, il y a un risque de fracture. C'est pour ça qu'on pense que, en fait, on doit mettre de l'IA dans l'école, parce qu'en fait, c'est le lieu où on va tous. Si on laisse justement l'école hermétique à l'IA, en fait, on générera encore plus de différences. À l'inverse, il peut y avoir des surprises, parce qu'on le voit aussi dans des pays en voie de développement. Il peut y avoir aussi un saut de palier, aussi justement, une personne qui arrive et qui apprend apprenante de français, je parle sur la chaîne de la francophonie, peut être beaucoup plus à l'aise sur les outils justement numériques aussi. Oui, tout à fait. Ça peut être une des clés. On n'a pas évoqué la question quand même des examens. Là, on parle de l'apprentissage, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reviens à la charge. Les examens, on peut utiliser l'intelligence artificielle en plein examen, au baccalauréat, en master Alors, comme je vous disais, donc on a élaboré un document de cadrage qui s'appelle une charte d'utilisation des IA génératives. Alors, dans les examens, dans l'enseignement supérieur, cette charte, en fait, laisse la liberté à l'enseignant qui conçoit l'examen de décider, d'autoriser ou non l'usage d'une IA générative. C'est un parallèle qui peut être fait, même si ce parallèle-là va vite s'arrêter, c'est un parallèle qui peut être fait avec tout outil numérique, comme une calculatrice, comme l'usage d'Internet. La fameuse calculatrice FX, ouais, qu'on avait... Oui, c'est vrai que c'est le même sujet. Il est vrai que l'IA générative, je pense, questionne... certes, la façon d'enseigner, mais surtout la façon d'évaluer. Et c'est là où, en fait, on a... c'est récent, il y a des tensions, il faut s'ajuster, il faut travailler autour de qu'est-ce que veut dire évaluer, qu'est-ce qu'on cherche à montrer, qu'est-ce qu'on cherche à faire travailler chez les élèves et chez les étudiants. Et ensuite, on sera capable de définir des endroits où l'IA est utile et des endroits où l'IA n'est pas utile. C'est pas une solution miracle. On sait qu'elle a un certain nombre de réponses qu'elle apporte à des besoins des enseignants, à des besoins éducatifs, mais elle n'a pas toutes les réponses. Elle ne résoudra pas tout. Merci beaucoup, Oriane Ledroit, pour votre éclairage. Et merci à vous, Lucie Jacquet-Malo, également, pour votre éclairage à toutes les deux. On aura l'occasion d'y revenir. Et ce sommet continue.